Freelance & Co, le podcast des talents. Parce qu'un indépendant n'existe pas tout seul, il faut toute une équipe. Les clients, les confrères, les supports administratifs, les soutiens moraux. Autant de personnes qui gravitent autour du freelance pour le faire réussir. Alors, bienvenue dans notre podcast. Ouvrez grand votre esprit et vos oreilles. On va vous éclairer. Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast, le podcast des talents. Aujourd'hui, j'ai envie de dire bonjour à Maxime Privat. Bonjour Maxime. Bonjour Julie. On est tous les deux ensemble là pour une vingtaine de minutes sur un sujet dont on ne parle presque pas en ce moment. On va entre autres parler de l'IA, mais de manière un petit peu différente. On va voir à travers ton parcours, en fait, comment toi, tu as décidé de t'emparer des questions de l'IA et de mettre, en fait, tes connaissances et tes compétences au service des entreprises, au service des particuliers. Déjà, si tu avais à nous expliquer, qui êtes-vous, Maxime ? C'est une question qu'on ne me pose pas souvent, pas assez aujourd'hui. Parce que je pense qu'effectivement, l'IA a changé pas mal de choses et malheureusement, on a de moins en moins d'humains. On le voit sur LinkedIn. Et pour être assez bref sur la question, je suis issu en fait d'un background biologie en licence, un master de santé publique. Je travaille dans un centre de cancérologie. J'ai travaillé chez Roche. C'est deux expériences qui m'ont apporté une vision assez intéressante et assez globale en fait du système, parce que il y a beaucoup d'acteurs différents, publics, privés, il y a différents enjeux, donc économiques, éthiques. Il y a vraiment un peu de tout. Et en voyant tout ça, j'ai pu voir un peu tout ce qu'il y avait au niveau de l'IA et que c'était pas assez avancé en santé. Donc j'ai décidé de pivoter là-dessus, à la base plus pour la santé, donc je garde toujours cette âme et ce cœur de métier au fond de moi. Par contre, oui, c'est sûr qu'il y a des applications qui sont très nombreuses aujourd'hui. Et moi, je suis un data scientist dans l'âme. Et forcément, comme tout data scientist, l'IA, ça plaît beaucoup, c'est sûr. Tu l'as vu apparaître, toi, quand tu travaillais dans le secteur de la santé, tu l'as vu apparaître l'IA, ça s'est passé comment ? C'était progressif ou c'est arrivé d'un coup comme une bombe ? Quel recul tu as là-dessus ? Ça, c'est vrai que c'est une très bonne question, mais l'IA, ça fait très longtemps que ça existe. Ça remonte même dans les années 60 pour les prémices. C'était déjà suggéré à l'époque avec le test de Turing qui était justement voué à ce genre d'application, qui est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui, qui commence à être un peu dépassé. Mais ça a surtout fait un gros boom en fait à la sortie de ChatGPT 3. Donc à cette époque-là, c'était en 2022, si je dis pas de bêtises. Moi, j'étais en stage et ça m'a permis de gagner beaucoup en productivité, notamment en termes de codage. Parce que même la première version permettait de récupérer, sans forcément qu'on ait toute la logique derrière qui aussi évolue aujourd'hui, d'avoir juste au moins le nom des fonctions qu'on appelle dans le code, c'est-à-dire la structure, la sémantique de ce langage-là. Et ça m'a aussi permis après de commencer, donc c'est notre partie qui s'est un peu spécialisée aussi par la suite, tout ce qui était recherche documentaire. Ce qu'on dit, aller scraper le web. Scraper, c'est aller fouiller, chercher des fichiers, des données. Et ça, c'est vrai que je pense que ça a changé la vie de beaucoup de gens. C'est quelque chose, on n'était pas forcément prêt pour, mais maintenant ça existe, on peut plus faire sans, quoi. Tu considères qu'aujourd'hui, ouais, effectivement, c'est devenu tellement incontournable que ceux qui ne l'utilisent pas vont être distancés, vont être en dehors du jeu ? Je pense que oui, mais c'est à prendre avec des pincettes. Parce qu'il y a des choses qui ne sont toujours pas remplaçables avec l'IA et qui ne le seront pas pendant encore de très nombreuses années. Je prends un exemple tout bête. Je viens de boire dans ma tasse. Cette tasse-là, elle est faite de céramique, j'imagine. Je suis pas expert en poterie. Mais ça, l'IA ne peut pas le faire. Parce que ce sont des matériaux. L'IA, c'est un code aujourd'hui.
Donc tout ce qui touche en fait au domaine de la physique, c'est alors pas la physique quantique, hein, le monde physique, ça c'est quelque chose auquel elle n'a pas accès. Même avec les robots, etc. Il y a une compréhension en fait, voilà, du monde qu'elle ne peut pas avoir. Donc, je dirais que sur ces points-là, il n'y a pas grand-chose à craindre pour l'instant, même à terme. Hein, je pense que ça prendra très longtemps à se développer. Alors, il y a les techniques voilà, aujourd'hui qui s'appellent les PIN. Donc ça, c'est en fait c'est des IA qui sont appliquées aux lois de la physique et qui permettent d'adapter par exemple des foreuses ou des imprimantes 3D avec des lois mathématiques et de calibrer avec une meilleure précision. Par contre, voilà, c'est sûr que quand on rentre dans tout ce qui est informatique, génération de documents, exploration de stratégie, bah là forcément, oui, je pense qu'on pourra plus s'en passer. Quel regard tu portes, toi, aujourd'hui sur, on va dire, sur ce qui se joue pour les entreprises? Je parle pas forcément d'entreprises ultra techno, mais justement les entreprises un peu lambda. Je sais pas, je vends des chaises ou je suis un cabinet d'experts comptables ou voilà. On sent que tout le monde est en train de se poser la question. Quel conseil tu donnerais à ces entreprises-là, toi? Bah, je dirais que ça dépend vraiment de ce qu'on fait, ça dépend vraiment du cœur de métier. Si on est déjà sur un métier qui est basé sur la science, il y a des applications de l'IA qui vont dépasser tout ce qui est la bureautique. Maintenant, si on est sur peut-être du marketing, voilà, en fait, tout ce qui se fait à travers un PC, donc la science se fait à travers un PC, hein, même la biologie, quand on récupère les données dans des Excel, etc., les spectrophotomètres, tout ce genre d'outils, on a de l'informatique derrière. Donc forcément, l'IA, elle a sa place. Maintenant, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est le monde de la physique, bah, c'est très compliqué. Et le monde du réglementaire aussi, puisque elle n'a pas, voilà, elle n'a pas cette éthique, pour l'instant en tout cas. Moi, voilà, je pense qu'effectivement, elle commence un peu à évoluer vers ce niveau-là, même si c'est quelque chose à laquelle je n'adhère pas du tout, puisque je ne vois pas pourquoi en fait une IA et un code, un robot, aussi doué soit-il, irait dicter des lois humaines. Mais bon, après, voilà, c'est chacun son avis, et je pense que les politiques ne sont pas forcément au jour en fait, hein, de ce qui se passe en IA. Justement, comment tu qualifierais l'IA aujourd'hui? Si tu avais à expliquer à quelqu'un, voilà, qui était peut-être potentiellement très très loin de toutes ces questions-là, allez, c'est quoi? C'est indispensable, c'est accessoire, c'est un outil, c'est la solution, la panacée universelle, c'est une source de méfiance ou une source d'inquiétude, tu dirais quoi? Pour moi, c'est un outil. Ni plus ni moins, c'est un outil. C'est comme beaucoup de choses, hein. Quand on regarde dans les choses très controversées, c'était un grand biologiste, donc voilà, dans les années 70, Hoffman, qui a découvert le LSD. Donc il y a une histoire très complexe. Et en fait, aujourd'hui, bah, on se rend compte que voilà, il y a peut-être des applications, notamment en termes de psychothérapie, de psychiatrie, qui sont très intéressantes. Donc ça avance très doucement à ce niveau-là. Aussi au niveau, donc, parce que ce sont des psychédéliques, hein, et pas des drogues. Et voilà, ce que disent les médecins aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises molécules, mais il y a une mauvaise utilisation éventuellement. Moi, je pense que c'est pareil avec l'IA. Je pense que c'est un outil comme un autre. Je pense qu'on peut faire des très bonnes choses avec. Voilà, on peut extraire des données, on peut obtenir des stratégies, même pour l'environnement, par exemple. Après, est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'application qu'on en fait? Je ne sais pas. Donc voilà, pour moi, c'est un outil. C'est un outil très puissant qu'il faut cadrer et dont il faut se servir avec une marge de réflexion en avant et pas sauter dedans comme on le voit en fait au quotidien. C'est-à-dire que l'IA qui potentiellement remplace mon psy, à qui je pose mes questions et mes problèmes de cœur, ça, tu le qualifierais comment? C'est du gadget, c'est de l'accessoire. Le défi de l'IA, il est ailleurs?
Alors, pour avoir fait beaucoup de neuro, moi, je suis arrivé premier de la promo en neuro en biologie. Voilà, c'est un domaine qui me tient beaucoup à cœur. J'en faisais beaucoup avant, donc j'ai travaillé qu'une heure la matière en fait, hein, pour arriver là. Et c'est vrai que bah, j'ai forcément touché à ça directement dans l'IA. C'est un des premiers trucs que j'ai essayé. Et il y a une grosse puissance. Voilà, on peut vraiment aller chercher des choses qui sont intéressantes, intrigantes. Maintenant, je pense que tout ce qui touche au mental, si c'est pas un choix facile du quotidien, si c'est plus quelque chose de profond et de personnel, moi je conseille vraiment d'aller chercher voilà, plutôt un avis médical. Je suis clairement pas le seul à le dire, hein, les médecins vous le diront aussi. C'est bien d'avoir l'IA qui peut nous back-up sur des moments un peu compliqués, mais de là à se baser dessus et à s'en servir comme guide, pour moi c'est un gros non. Donc, un gros nom sur l'aspect, on va dire, psychologique, émotionnel. Là, tu poses l'IA comme n'étant pas une ressource. Euh, En revanche, c'est clairement, comme tu l'as dit, un outil qui potentiellement peut être très puissant pour la gestion de l'entreprise, dès qu'on effectue une tâche à travers un ordi. J'aime bien cette définition-là. C'est en gros, si vous avez quelque chose à faire et vous vous servez d'un ordinateur pour le faire, c'est que potentiellement, là, l'IA, elle peut amener quelque chose. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que les gens ont besoin d'une formation, ont besoin, pourquoi cette espèce de boîte de Pandore qui est en train de s'ouvrir, pourquoi les entreprises ont besoin de se faire accompagner, voire d'être formées ou de former leurs équipes à l'IA? Alors que c'est bon, j'ai compris, je tape je tape dans la barre et puis j'ai ma réponse. J'ai pas besoin d'être formée. Alors ça, c'est une excellente question. Alors évidemment, pour répondre de but en blanc tout de suite, oui, il faut se former. Alors après, comment on le justifie et comment on l'explique? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'effervescence, notamment sur les réseaux sociaux, hein, comme je disais tout à l'heure sur LinkedIn. On a effectivement ce contenu voilà, qui devient trop générique pour moi, puisque du coup, tout le monde utilise. Voilà, c'est fortement majoritaire du chat GPT. Après, en termes de formation, je pense que là, on va aller chercher effectivement des choses qui vont nous apporter à nous. C'est qu'aujourd'hui, toutes les IA qu'on va trouver sur le web, hein, donc je ne parle pas des IA en local, hein, je parle des applications, comme voilà, il y en a plusieurs, hein, il y a ChatGPT, il y a Claude, Gemini, Grok peut-être aussi, voilà, il y en a plein d'autres. L'idée, c'est, enfin, sans oublier Mistral, hein, Oui, s'il te plaît. les licorne françaises. Oui. Mais effectivement, déjà, elles sont toutes différentes, puisqu'elles n'ont pas été entraînées de la même façon, sur les mêmes données, à la même fréquence, avec les mêmes techniques. Et je pense qu'il faut aussi voir, en fait, au niveau de l'expertise, puisque l'IA, c'est quelque chose donc, de générique, c'est ce qu'on appelle les IA grand public, mais elles vont pas être adaptées si on a un métier, surtout s'il est niche. Donc par exemple, si je prends l'exemple que j'ai vu le plus souvent, je pense, dans le domaine de la pharma, c'était pour la rédaction médicale. Ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, il faut le dire, il y en a deux, trois qui s'en servent un peu pour aller chercher des idées, poser un peu le travail au départ. Mais la rédaction en elle-même, c'est pas possible en fait. Elle ne comprend pas les structures de phrases, on essaie de faire des tournures, elle rechange, elle garde pas ce qu'on lui avait dit de bien. Alors ça, après, on peut un peu l'améliorer voilà, en se formant et en ayant un bon niveau sémantique, puisque c'est de la sémantique, hein, c'est utiliser les bons mots avec la bonne structure, les bonnes instructions, on parle de prompt. Par contre, je pense que voilà, sur certains domaines, il y a quand même des limites, mais sur d'autres, on peut débloquer le potentiel. C'est-à-dire que voilà, j'avais fait mes estimations en regardant un peu, voilà, en prenant des sorties de prompts qu'on réinjecte dans GPT et on les compare entre elles par rapport aux meilleurs prompts qu'on a pu trouver sur des tâches. Et il y a des prompts bah, voilà, plus basiques. Et effectivement, oui, on peut monter à. Aujourd'hui, je pense que la moyenne voilà, des gens est environ à 20% en fait, de la puissance de ChatGPT. On peut monter à quelque chose comme 90.
Je pense notamment avec des prompts voilà, que des experts partagent, notamment pour réduire les hallucinations, où en fait on va enseigner à l'IA comment gérer ce qu'elle ne sait pas. Donc déjà, on lui apprend à reconnaître ce qu'elle ne sait pas. Ensuite, on lui apprend à catégoriser et nous faire un retour présenté de la façon dont on veut, hein, soit directement dans la phrase, soit en post-scriptum. Et ça permet donc déjà d'avoir un regard plus critique. Donc là, tu es en train de m'expliquer que je peux me former à former l'IA. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est le customiser pour soi. Et si je prends un autre exemple que j'ai vu récemment sur les réseaux, c'était un prof d'histoire qui fait utiliser en fait à ses élèves ChatGPT pour faire des recherches bibliographiques, notamment sur Victor Hugo, sur sa bibliographie. Et il demande en fait une sortie de 2 pages. Et sur ces 2 pages, en moyenne, il y a 5 erreurs. Notamment quelque chose de très simple, c'est sur la première phrase, Victor Hugo est né, bon alors je ne suis pas bon en histoire malheureusement, mais effectivement il y a, c'est clairement pas la bonne date, c'est pas le bon mois, c'est pas le bon jour. Il me semble que l'année était bonne. Et ça c'est quelque chose qui est en train d'évoluer parce que ils sont en train de ce qu'on appelle le RAG. Donc c'est de la récupération en fait de données avec le contexte. Qu'on lui donne un contexte, elle va aller récupérer ce qu'il lui faut pour l'enrichir. Mais ça, c'est toujours pas encore 100% au point. Et par contre, on peut effectivement le cadrer avec des bonnes instructions et du coup lui enseigner ce qu'il faut qu'elle fasse et lui dire ça, il faut que tu le fasses, ça, t'as pas le droit de le faire. Et après, on peut combiner voilà, avec différents outils, avec des GPT notamment, qui vont aller tirer en fait voilà, des informations, une structure particulière et qui vont avoir voilà, un process qualité en fait. Donc là, si on recentre un petit peu sur toi, ça, c'est quelque chose que tu es en capacité de proposer à des clients, à des entreprises, de leur dire, OK, moi, je viens avec vous et je vous accompagne pour que vous gagniez en autonomie et en conscience, je sais même pas si on pourrait dire ça, dans l'utilisation de l'IA. Moi, je dirais en maturité. Parce que l'IA elle-même grandit, hein. On dit souvent que ChatGPT, c'est un enfant de 5 ans à qui il faut tout expliquer. Je ne suis pas forcément 100% d'accord avec ça, même si voilà, il faut reconnaître que l'idée est quand même bonne. Oui, ce qu'on peut apporter en fait en tant que consultant, c'est vraiment cette compréhension fine des enjeux du métier. Puisqu'on est habitué à voir plein de situations différentes. Et toutes ces situations différentes ont leurs propres contraintes. On sait que voilà, un expert dans tel domaine ou dans un autre domaine va avoir dans son quotidien des problématiques qu'il connaît très bien, mais c'est pas pour autant qu'il connaît l'IA. À un point où même en fait les gens qui codent les IA ne vont pas forcément être les meilleurs à se servir de l'IA, puisque c'est 2 choses différentes. En fait, quand on entraîne l'IA, on va aller récupérer donc des données sur le web, hein, donc ça d'ailleurs, il y a un peu un flou juridique puisque apparemment il y a des données qui auraient été récupérées et qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas été récupérées légalement, ou qui n'auraient été pas. Mais l'idée, c'est de voir en fait comment fonctionne en fait la sémantique, puisque si une IA est entraînée par exemple sur Reddit et si elle est entraînée sur Wikipédia, elle n'aura pas les mêmes tournures de phrases. Et donc là, on n'est plus dans du codage, on est vraiment dans de la compréhension en fait des données d'entraînement, de la mentalité en fait qui se cache derrière l'IA, puisqu'elle est entraînée sur des humains qui ont un mode de pensée. Donc forcément, il n'y a pas le même ton sur Wikipédia et sur Reddit. Enfin, j'espère en tout cas. Ça veut dire aussi que le gros du travail aujourd'hui pour les gens comme toi qui baignent dedans, c'est d'abord un travail d'acculturation du grand public, d'abord d'expliquer comment ça fonctionne et de faire monter un peu tout le monde en compétence sur cette question-là. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est très vrai. On dit souvent que ceux qui ne se servent pas de l'IA seront dépassés. C'est très vrai. On le voit déjà aujourd'hui en termes de productivité, en termes de champ des possibles. C'est extrêmement violent, hein. Notamment, je pensais au marketing.
Il y a VO3 qui est sorti récemment et qui permet de faire des vidéos entières. Si on le prompte correctement, on peut faire des pubs qui sont déjà magnifiques, qui sont déjà parlantes. Maintenant, moi, ce que j'irais conseiller, c'est effectivement, avant d'aller chercher un cabinet qui va implémenter un agent IA avec toute une stratégie derrière, etc., c'est plutôt d'aller se référer à des consultants qui sont habitués au milieu, qui connaissent mieux donc vraiment les besoins et qui ne sont pas là pour forcément vendre un produit. Et donc on peut vraiment identifier des besoins, déjà avoir l'esprit plus clair, ce qui permet déjà après de choisir des prestataires de plus grosse taille, avec une meilleure compréhension soi-même, d'être plus facilement guidé, d'aller plus vite dans le process, puisque maintenant on fait moins d'erreurs, on sait ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Et puis après, effectivement, je pense qu'il faut faire attention aussi à cet engouement qui peut parfois aller trop loin. Sans pouvoir citer de nom d'entreprise, il y en a certaines qui ont eu beaucoup d'échecs sur l'implémentation d'agents IA. Donc on parle de centaines de milliers d'euros investis par des entreprises qui sont allées nulle part, ou pas très loin, hein, puisqu'aujourd'hui le produit n'est pas opérationnel. Maintenant, je pense qu'il faut pas mélanger IA et business. Le business, ça existait déjà avant l'IA. Maintenant, il faut voir comment l'IA peut rentrer dedans. Et ça, c'est vraiment la base. C'est voir quels sont aujourd'hui les pain points, quels sont les pain points prioritaires, et dans ceux-là, quels sont ceux qu'on peut résoudre d'une façon facile et puissante avec l'IA. Parce que on pourrait imaginer beaucoup de choses qu'on peut faire avec cette technologie. Hein. Ça apporte énormément de liberté, de flexibilité. Par contre, ça reste de l'informatique et de la data science derrière. Donc forcément, si ni l'un ni l'autre n'est bien calibré, c'est très compliqué en fait de mettre les choses en place. Dernier petit conseil, là, nous, on sait que ce podcast, il sera mis en ligne, il sera écoutable, consultable, voilà. Il y aura tes coordonnées à la fin. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous savez où trouver Maxime. Allez, un dernier mot, juste le plus court possible pour toi, l'IA, c'est... La révolution des temps modernes, je pense. Ok. Je pense que clairement, ça change beaucoup de choses, hein, même niveau géopolitique. Ça marche. Il faut être réaliste, voilà. Impeccable. Merci beaucoup, Maxime. Super moment. On se tient au courant et tu nous expliqueras peut-être un jour comment moi je peux réussir à me servir de l'IA pour faire un meilleur gâteau au chocolat. Avec grand plaisir. Ça porterait le beurre. Ça marche. Bonne journée à tous.